Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un traitement de fond qui va peut-être être mis sur le marché, alors je ne pourrais pas vous dire quand. En fait, tout est parti d'une vidéo que j'ai vue sur TikTok qui montrait l'annonce d'un... Vous savez, moi j'en ai un peu... Je me méfie beaucoup des grandes annonces. On voit une personne qui est en fauteuil roulant et puis qui se porte maintenant debout suite à des essais qu'elle a fait d'un traitement qui pourrait apparemment a fonctionné et qui est révolutionnaire puisque pour les formes progressives. Voilà, bon, je vous en dis plus dans cette vidéo. Alors donc j'ai discuté avec IA parce que justement euh, j- comment dire, ça me permet il m'aide bien, j'aime bien ça discuter avec lui. Alors voilà ce qu'il dit. D'accord, laisse-moi vérifier. Tu as raison d'être prudente. Ces vidéos mettent parfois en avant des cas isolés qui ne reflètent pas la réalité de la majorité des patients. Dans certaines formes très inflammatoires de CP, il peut y avoir de grosses améliorations, parfois après des traitements lourds comme la greffe de cellules souches, mais ce n'est ni systématique ni une guérison pour tout le monde. Dans les formes secondairement progressives comme la tienne, les améliorations aussi spectaculaires sont malheureusement beaucoup plus rares. Est-ce que tu te souviens du nom du traitement ou de l'hôpital mentionné dans la vidéo? Voilà, c'est ce que je cherchais à Si tu as savoir. un de ces éléments, Donc moi je savais pas et donc voilà, donc je lui dis que je me méfie beaucoup donc des grandes annonces et je cherche à savoir un peu plus parce que moi bon, j'ai une formation de juriste donc puis toujours en droit pharmaceutique donc je cherchais à savoir quel était ce traitement. Donc il me dit ça, il me dit méfie-toi de toute vidéo qui montre un avant et après trop parfait. C'est souvent hors contexte et la médecine ne se résume pas à un miracle en 30 secondes. En fait, c'est vrai il faut tout remettre dans le contexte, en fait. D'ailleurs, cette personne fait partie des 10% qui ont eu une amélioration, donc 5% effet placebo et 5% le traitement. Voilà. À la base, ce traitement, il n'est pas pour récupérer, mais pour stabiliser, est-ce que j'ai compris. Donc, je vais bientôt vous donner le nom, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'il dit bon, je vais expliquer que à l'époque de la fameuse découverte Zamboni, vous savez, des jugulaires. À l'époque, il disait si on se fait opérer la jugulaire, on peut aller mieux. Et moi, j'étais très méfiante en me disant bon, et après, est-ce que ça dure sur le long terme? Parce qu'il y avait certains pays qui prenaient enfin, ils demandaient des prix faramineux pour se faire opérer. Et il y avait certaines personnes qui y sont allées et au final, ça n'a pas duré, quoi. C'est peut-être un gros effet placebo. Donc voilà, donc je me méfie des fausses euh, annonces. Enfin, des fausses. Des annonces trop miraculeuses, on va dire. Donc, et en plus, je lui expliquais que moi, à une époque, je pouvais très bien être en fauteuil roulant à certains moments et me lever à d'autres moments et que ça pouvait paraître un miracle. Alors, donc, il me parle de handicap fluctuant. Et notamment, ben, on parle aussi de la fatigue invisible, des symptômes invisibles de la sclérose en plaques. Donc, il faut en tenir compte. Voilà, alors, je vais vous dire tout de suite le traitement. Voilà, il m'a trouvé ce que c'était. Alors, je vous fais écouter. Je vous fais écouter, parce que c'est plus simple pour moi que de tout vous résumer. Alors, c'est parti. Je vous fais écouter. ah oui, c'est bien cette histoire-là. Et cette fois, on peut identifier précisément ce dont parle la vidéo. Le traitement est le tolebrutinib, commercialisé sous le nom Senrifki. Ce n'est donc pas une invention des réseaux sociaux. Il s'agit d'un véritable médicament, étudié notamment dans le réseau de recherche coordonné par le PR Jérôme de 16 à Strasbourg. La patiente, appelée Hélène, passée du fauteuil à des randonnées aux États-Unis, est bien celle dont le témoignage a été repris dans les médias. Mais il y a une nuance très importante entre son témoignage et ce que l'étude démontre réellement. L'essai international de phase 3 Hercules concernait des personnes atteintes de CP secondairement progressive sans poussée récente. Le résultat principal n'est pas les patients se remettent à marcher. Le tolebrutinib a réduit de 31% le risque de progression confirmée du handicap à 6 mois par rapport au placebo. Et concernant une véritable amélioration du handicap,
Elle a été constatée chez environ 10% des patients sous tolebrutinib contre 5% sous placebo. Donc, certains patients peuvent effectivement s'améliorer, mais le cas spectaculaire d'Hélène n'est absolument pas le résultat typique attendu. Et il y a une nouveauté depuis la vidéo. Ce n'est même plus seulement expérimental en Europe. Sunrifki a reçu son autorisation européenne le 19 juin 2026. Son indication est extrêmement précise. Adulte atteint d'une SF secondairement progressive n'ayant pas présenté de poussée au cours des 2 dernières années. C'est un comprimé de 60 mg pris une fois par jour. Le mécanisme est intéressant. C'est un inhibiteur de BTK capable de pénétrer dans le système nerveux central. Il agit notamment sur les lymphocytes B, les macrophages et la microglie, donc sur cette inflammation chronique compartimentée dans le cerveau qui semble participer à la progression en dehors des poussées. Donc ton réflexe devant la vidéo était excellent. Le traitement est réel, mais la vidéo met en avant un cas exceptionnellement favorable. Elle transforme facilement ralentissement statistiquement démontré de la progression en femme en fauteuil qui remarche et fait de la randonnée. Ce qui n'est pas du tout la même affirmation. Et il y a un élément à connaître. Le principal risque sérieux identifié est hépatique, ce qui impose des bilans du foie avant et pendant le traitement. Dans ton cas, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'indication officielle correspond précisément à la CP secondairement progressive sans pousser depuis 2 ans. Ça vaut vraiment la peine d'en parler à ton neurologue, non pas dans l'idée « est-ce que je vais remarcher comme Hélène ?», mais plutôt « est-ce que je remplis les critères pour le tolebrutinib Sunrifki et quels bénéfices raisonnables pourrais-je en attendre ?» Si tu veux, je peux aussi te regarder quand il sera concrètement disponible, remboursé en France, et dans quelles conditions? Parce que l'autorisation européenne ne veut pas forcément dire qu'il est déjà prescriptible et remboursé. Voilà, donc là, J'ai vérifié l'état en France au 12 août 2026. Sunrifki tolebrutinib a bien son autorisation européenne. Et le tolebrutinib a déjà été classé en France comme médicament de liste I, donc soumis à prescription médicale. En revanche, je ne trouve à ce jour ni décision française de remboursement, ni prix officiel publié, ni mise à disposition courante dans la base publique des médicaments. Autrement dit, l'AMM européenne existe, mais cela ne signifie pas encore que ton neurologue peut te faire demain une ordonnance remboursée normalement en France. La prochaine étape française est notamment l'évaluation par la Commission de la transparence de la AS, puis la fixation du prix et des conditions de remboursement. Je n'ai trouvé actuellement aucune décision AS publiée concernant Sunrifki dans cette indication. Il y a cependant quelque chose que je trouve important pour toi. Ça vaut la peine de poser la question dès ton prochain rendez-vous neurologique, même avant sa commercialisation française. Ton neurologue peut savoir si le centre participe à un dispositif particulier, s'il existe une possibilité d'accès précoce, ou simplement te dire s'il envisagerait ce traitement pour toi lorsqu'il sera disponible. Là, elle parle Et surtout, des ATU. je corrige une nuance par rapport à ce que je t'ai dit précédemment. Je ne prendrai pas la date, l'année prochaine, inscrite dans la vidéo, comme une information fiable pour la France. C'est une simplification médiatique. Pour l'instant, aucune date officielle de commercialisation remboursement français n'est annoncée dans les sources officielles que j'ai trouvées. Ouais. Si tu veux, je peux maintenant regarder quelque chose d'encore plus intéressant. Les critères médicaux précis de Sunrifki et voir point par point lesquels correspondent ou non à ta CV. Voilà, donc sans évidemment décider à la place de ton neurologue. là, je lui dis OK. Donc là, il va me dire. Oui. J'ai vérifié dans le RCP officiel européen de Sunrifki lebrutinib. Donc on peut regarder ça précisément. Pour pouvoir entrer dans l'indication autorisée, il faut essentiellement être adulte, avoir une SFP secondairement progressive et ne pas avoir eu de poussée au cours des 2 dernières années. Le traitement est commencé et suivi par un médecin expérimenté dans la CEP. Il s'agit d'un comprimé quotidien, pris avec un repas. Par rapport à ce que tu m'as déjà raconté, le premier critère, SEP secondairement progressive, correspond. En revanche, pour le critère aucune poussée depuis 2 ans, je préfère ne pas le déduire.
Il faudrait regarder avec ton neurologue la date de ta dernière véritable poussée. Et il faut aussi vérifier l'état du foie et certaines contre-indications avant d'envisager le traitement. Pour les effets indésirables, le point vraiment important est le foie. Dans l'essai Hercules, une élévation des alates à plus de 3 fois la normale est survenue chez 4% des personnes sous tolebrutinib contre 1,6% sous placebo. Des atteintes hépatiques graves ont été observées. Un patient a développé une insuffisance hépatique nécessitant une transplantation et est ensuite décédé d'une complication post-transplantation. C'est la raison pour laquelle la surveillance biologique est particulièrement stricte. Il faut faire un bilan hépatique avant le traitement, puis des prises de sang chaque semaine pendant les 12 premières semaines, ensuite tous les mois du 4e au 12e mois, puis tous les 6 mois jusqu'à 2 ans. Fatigue inhabituelle, nausées, vomissements, douleurs abdominales, perte d'appétit, urine foncée ou jaunisse doivent conduire à prévenir rapidement le médecin. Il y a également un risque infectieux. Dans Hercules, environ 54,4% des patients sous tolebrutinib ont présenté une infection. Les infections sévères étaient plus nombreuses sous traitement que sous placebo. Les plus fréquemment rapportées étaient les infections des voies respiratoires supérieures et le COVID-19. Les autres effets rapportés comprennent notamment douleurs abdominales, tendance accrue au bleu ecchymose, petites taches hémorragiques sous la peau, pétéchie, et, chez les femmes concernées, règles plus abondantes. Et il y a des situations où Senrifki ne doit pas être utilisé, notamment en cas de problème hépatique modéré ou sévère, de certaines anomalies importantes des tests hépatiques ou d'un système immunitaire très affaibli. Il existe aussi plusieurs interactions médicamenteuses, parce que le tolebrutinib est métabolisé notamment par les enzymes CYP2C8 et CYP3A4. Donc, quand on remet la vidéo Instagram dans son contexte, oui, c'est une avancée réellement importante pour les SLP secondairement progressifs sans pousser, parce qu'il y avait très peu d'options. Mais ce n'est absolument pas un traitement anodin, ni un médicament dont on peut attendre normalement de passer du fauteuil à la randonnée. Son bénéfice démontré est avant tout de ralentir la progression du handicap. L'amélioration spectaculaire de cette patiente est un cas individuel. Et connaissant ta situation, il y a une question que je trouverais particulièrement intéressante à creuser. Est-ce que le tolebrutinib est ce qu'on appelle réellement un immunosuppresseur? Et à quel point il diminue les défenses immunitaires par rapport à Ocrevus ou aux autres traitements de fond? La réponse est assez nuancée et pourrait compter beaucoup dans la façon dont tu envisages ce médicament. Voilà. Alors, oui, il est bien placé parmi les immunosuppresseurs sélectifs. Par contre, ce n'est pas un immunosuppresseur large qui freine tout. Il cible surtout certains mécanismes, mais il augmente quand même le risque d'infection. Alors après, il me dit, vu que tu m'as déjà parlé de ta réticence au traitement très immunosuppresseur, il y a une question intéressante à poser à ton neurologue. Est-ce que... Ouais, bon, c'est un non. Après, voilà, on parlait de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre d'intéressant que dont je pourrais vous parler? Mais après, je parlais par rapport aux harmonies. Moi, j'ai dit, moi, j'aime bien, si vous voulez, en fait, tu sais il y a ensuite, après la mise sur le marché d'un traitement, une phase encore pharmacovigilance, hein, où on va encore observer, si vous voulez, en fait, les traitements, on les essaye. Bon, là, c'est clinique, parce que c'est un traitement particulier. Comment dire, c'est vraiment particulier quand c'est pour traitement pour les personnes qui ont une sclérose en plaques. Mais en général, si vous voulez, malgré tout, c'est des échantillons assez limités. Quand on met un médicament sur le marché, on se rend compte, par exemple, des interactions médicamenteuses qu'on ne pourrait pas tester. Par exemple, une personne qui a une comorbidité, c'est-à-dire qui a une sclérose en plaques, mais aussi qui a d'autres maladies. Eh bien, peut-être que dans l'eau de personnes qu'on a évaluées, on n'avait pas ces cas-là.
Donc il peut y avoir des effets indésirables qui se réveillent, des années plus tard parce qu'on ça tombe sur quelqu'un qui a plusieurs, pathologies. Voilà, ce genre de choses et c'est vrai que bon, moi je préfère toujours quand même prendre mon temps avant de pas être partie des premières à essayer un traitement. Alors donc ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien, hein. Voilà, après il parlait pour la dans Zamboni, il y avait eu un emballement, énorme tout début et puis après, bah, on se calme. Heu qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus qui serait intéressant? Ah ouais, après je lui ai demandé d'expliquer comment expliquer que 5 est quand même de personnes qui n'étaient pas sous traitement ont quand même eu une amélioration de leur état. C'est l'effet placebo, comment ça peut jouer l'effet placebo? Alors il disait peut-être que dans le lot, ces personnes-là, il y en avait qui avaient pas finalement comment il me disait ça? Un handicap, définitif et que donc peut-être que par ailleurs, ils ont fait une rééducation et que ça les a améliorés. Voilà, donc c'est compliqué et tout ça. Ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, la personne qui passait du fauteuil roulant à être debout et à marcher, on connaît pas son parcours. Il y a pas forcément que le traitement qu'elle a pris. Donc peut-être vous faire écouter ça, ce qu'elle me dit par rapport à ça. Je vous fais écouter. Je vais vérifier. C'est une très bonne question et c'est exactement pour ça qu'on ne regarde pas juste les témoignages. L'amélioration chez une petite part des gens peut venir de plusieurs choses. D'abord, toutes les atteintes ne sont pas forcément irréversibles. Il y a une part inflammatoire et une part de plasticité du cerveau. Ensuite, il peut y avoir des fluctuations naturelles de la maladie et aussi de la rééducation intensive qui changent beaucoup de choses. L'effet placebo ne répare pas les lésions, mais il peut jouer sur la perception de certains symptômes et sur les performances à un instant T. Et dans les essais, si 5% s'améliore sous placebo et 10% sous traitement, ça veut dire que l'effet propre du médicament est la différence entre les deux groupes, pas l'ensemble des améliorations. Et pour cette femme en particulier, honnêtement, on ne sait pas la part exacte de chaque chose. Et c'est pour ça qu'un témoignage ne peut pas guider une décision médicale à lui tout seul. Est-ce que tu veux que je t'aide à formuler une question simple à poser à ton neurologue si le sujet revient un jour? La plasticité dont elle parle là, c'est la capacité du cerveau à trouver des moyens détournés comment je pourrais dire ça? De trouver une solution à un problème, voilà. Donc en fait, ça serait pas la possibilité re de trouver des voies différentes au niveau du cerveau pour, compenser la perte neuronale. Bon, est-ce que c'est il y a quand même des limites, hein, à tout ça. Après je lui disais, «C'est bien de voir ça, mais on n'a pas assez de recul, on connaît pas l'effet du produit dans 5 ou 10 ans, effectivement. Donc voilà, donc j'ai discuté de ça, voilà ce qu'il m'a répondu. Tu poses la bonne question et c'est aussi celle des autorités de santé. À ce jour, on n'a pas encore de recul à 10 ans sur ce traitement. Les essais ont couvert quelques années et il y a des suivis en cours. Mais pour l'instant, ça ne va pas au-delà de ça. Donc pour cette patiente en particulier, personne ne peut honnêtement te dire où elle en sera dans 5 ou 10 ans. Ni si elle devra arrêter, ni si ça tiendra. Sur la sécurité, ce que l'on sait à ce stade, c'est que le point de vigilance principal s'y passe, surtout dans les 3 premiers mois, d'où les prises de sang très rapprochées. Pour les infections, il y a un risque, mais à ce stade, les données ne montrent pas une hécatombe d'infections opportunistes. Heureusement. En revanche, il y a eu au moins un teinte hépatique très grave qui a marqué les esprits et qui explique la surveillance renforcée. Ce que tu dis sur le long terme, c'est exactement le rôle de la pharmacovigilance et des études d'extension. Et pour l'instant, sur 10 ans, on ne sait pas. Et c'est une vraie limite aujourd'hui. Voilà, bon, après, je lui ai demandé, par rapport au cas, le décès, en fait, qui était intervenu, qu'elle m'en dise un peu plus, combien il y avait eu de personnes, en fait, qui avaient été évaluées. Donc voilà ce qu'elle me répond. Parce que ben, l'avantage de l'IA, c'est qu'il me fait des recherches pour moi. C'est ça que j'aime bien, en fait. Voilà, réponds ça. Je regarde, oui, tu as raison de raisonner comme ça. Sur l'ensemble des personnes exposées au tolébrutinib dans les essais cliniques,
Environ 2958,6 personnes ont présenté une atteinte hépatique, répondant à des critères dits prédictifs de lésions hépatiques graves, soit environ 0,20%. Une seule de ces personnes a eu besoin d'une greffe du foie et est décédée ensuite de complications après la greffe. Depuis, une surveillance hépatique hebdomadaire au début a été mise en place. Et chez les 920 patients traités sous ce protocole renforcé, un seul cas répondant à ces critères a été observé. Donc, il y a bien un risque, il est surveillé de très près et il a conduit à renforcer fortement le suivi. Et ce que tu fais, à savoir regarder la fréquence, la gravité et les mesures prises derrière, c'est exactement la bonne grille de lecture. Alors attends, après, qu'est-ce qu'ils me disent? Bon. C'est un peu difficile de trouver vraiment combien il y avait de personnes, tout ça. Voilà, je vais vous dire ce qu'il me répond là, parce qu'il y a d'autres informations intéressantes. Oui. Et le point essentiel, c'est que être en fauteuil roulant ne signifie pas nécessairement que toutes les voies nerveuses permettant la marche sont détruites de façon irréversible. Dans la CP progressive, plusieurs phénomènes peuvent se superposer. Il peut y avoir de la perte axonale réellement irréversible, mais aussi des fibres nerveuses encore présentes qui fonctionnent mal à cause d'une inflammation chronique, d'une démyélinisation ou d'un mauvais fonctionnement des réseaux nerveux. Le cerveau et la moelle peuvent également compenser en utilisant d'autres circuits. C'est la neuroplasticité. Voilà. Le tolébrutinib agit justement sur cette inflammation chronique dans le système nerveux central. Son mécanisme exact n'est d'ailleurs pas entièrement élucidé. Donc, en théorie, chez une personne qui avait encore beaucoup de fibres récupérables, diminuer suffisamment l'inflammation pourrait permettre à des circuits qui fonctionnaient très mal de recommencer à fonctionner davantage. Avec de la rééducation, cela peut éventuellement produire une amélioration fonctionnelle importante. Mais ça ne signifie pas que le médicament fait repousser des axones détruits ou qu'il répare une moelle épinière très lésée. C'est une distinction importante. Au moins. Et il y a un autre élément qui rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure. Dans Hercules, les participants pouvaient déjà avoir un handicap important, avec un score EDSS allant jusqu'à 6,5, c'est-à-dire des personnes ayant besoin d'une aide bilatérale pour marcher une vingtaine de mètres. L'étude n'incluait donc pas exclusivement des gens qui marchaient normalement, mais l'étude ne montre absolument pas que les personnes en fauteuil se remettent à marcher. Sur les mêmes 1131 participants, le résultat robuste est surtout une diminution de la progression du handicap. 26,9% ont progressé sous tolébrutinib contre 37,2% sous placebo. Et une amélioration confirmée du handicap a été observée chez environ 10% sous traitement contre 5% sous placebo. Et c'est là que pour cette dame précise, je mettrai un énorme astérisque. À partir d'une vidéo, on ne sait pas quel était son EDSS initial, pourquoi elle utilisait le fauteuil, si elle pouvait déjà marcher quelques mètres, quelle rééducation elle faisait, combien de temps elle pouvait marcher avant et après, ni si son amélioration était réellement attribuable au médicament. On ne sait même pas, sur la seule base de cette vidéo, si son histoire a été documentée médicalement de la manière dont elle est racontée. C'est justement ce qui peut rendre la séquence trompeuse. Fauteuil, randonnée, est une image spectaculaire. Tandis que 10% ont eu une amélioration confirmée de leur score de handicap contre 5% sous placebo, et le résultat scientifique réel. Ce sont deux niveaux de preuve complètement différents. Et je pense que ton interrogation est très pertinente. Si on voulait vraiment comprendre son cas, il faudrait retrouver la source originale de son témoignage et les circonstances exactes de son handicap avant le traitement. Là, on pourrait voir si elle était réellement incapable de marcher ou si, comme tu l'évoquais toi-même auparavant, le fauteuil servait surtout pour l'endurance et les longues distances. Après, je lui pose la question, comment puis-je savoir si les fibres sont récupérables ou pas? Voilà. Alors, voilà ce qu'elle répond. Je regarde ça.
C'est une très bonne question. Et à vrai dire, la réponse honnête, c'est qu'on n'en sait rien avec certitude. Ton neurologue peut regarder plusieurs éléments comme l'IRM, l'histoire de ta maladie et les fluctuations de tes symptômes. Mais ça ne permet pas de savoir à l'avance si une personne fera partie des rares qui s'améliorent beaucoup. En clair, il n'existe pas aujourd'hui de tests qui disent « toi tu es récupérable, toi non ». Et c'est une vraie limite actuelle. C'est dur. Mais aujourd'hui, la médecine sait mieux parler en moyenne de groupe que prédire un destin individuel. Et cette frustration que tu ressens, elle est légitime et partagée par beaucoup de personnes qui vivent avec une SCP. Le plus honnête aujourd'hui, c'est de reconnaître ce que la science sait et ce qu'elle ne sait pas encore. Après, je vais parler du problème, justement, de ce genre de vidéo où on voit uniquement un pourcentage, comment dire, dans la vidéo, on parle que de la personne pour qui ça s'est amélioré, son état s'est amélioré. Mais on ne sait pas comment, on ne sait pas si elle a suivi que ce traitement, si elle n'a pas fait autre chose à côté, on ne sait pas combien de temps ça a duré. On ne parle pas du tout du décès qu'il y a eu parmi ce protocole, etc. Donc voilà, on a une part très biaisée de la réalité, très limitée. Et du coup, ça peut créer un emballement et finalement, peut-être que les gens qui auront vu cette vidéo diront vite à son neurologue, je veux débuter ce traitement. Et si on avait parlé des risques qu'il y avait aussi, quand on donne une information, il faut la donner entière pour qu'on puisse vraiment évaluer, comment dire. Bon, bah là, bien sûr, c'est un neurologue, il ne dira pas ce qu'on voit dans cette vidéo, il dira les éléments tels qu'ils sont sur le RCP, dont je peux parler, dont il y a marqué les caractéristiques du produit. Bref, donc je discutais de ça et voilà ce que m'a répondu ChatGPT. Oui, je vais vérifier. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel. La différence entre informer, communiquer et obtenir un vrai consentement éclairé. En théorie, le rôle du neurologue, ce n'est pas de projeter un récit exceptionnel, mais de poser calmement ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, les fréquences, les risques et les inconnus. Et ensuite, c'est toi qui décides en fonction de ta propre balance, bénéfice-risque. Et tu as raison. Le consentement éclairé n'est pas juste une signature. C'est comprendre ce qui est démontré, ce qui ne l'est pas, ce qui est rare, ce qui est fréquent et ce qui reste incertain. L'exemple de la biotine que tu cites est parlant. L'espoir a été réel, puis la déception aussi. Pour la biotine, je lui expliquais qu'en fait, c'est un traitement que j'avais voulu essayer. Alors, ça a été très long pour avoir le droit à l'essayer. Il fallait que je fasse des prises de sang, enfin, bref. Et au final, quand j'ai pu commencer à l'essayer, eh ben, le labo à mon moment m'a dit, le labo, on lui a retiré a mis sur le marché parce que c'était pas assez efficace. Voilà. Donc, bah, on se sent bête, quoi. Et voilà, donc on discutait de tout ça. Après, voilà ce qu'il m'a répondu. Et ça laisse des traces. Ce que tu décris, c'est une demande de vérité, même quand elle est moins enthousiasmante. Et c'est sain. Mieux vaut une décision lucide qu'un espoir gonflé artificiellement. Et c'est exactement le genre de posture qui protège à long terme, en tenant compte à la fois de ce que dit la science et de ce que toi, tu es prête ou non à accepter. Si tu veux, on peut aussi réfléchir à la façon de poser ces questions concrètement à un médecin. C'est bon. De manière factuelle, Plus sans avoir à te justifier. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, dites-moi si... c'est vrai que j'ai pas fait trop souvent ce genre de choses, mais voilà, je vous mettrai... j'ai pas trop envie, non. J'allais dire que je vous mettrai la vidéo que j'ai vue sur TikTok en dessous, mais pas trop envie parce que, je vous dis encore une fois, elle montre quand même un aspect très glorieux de ce traitement et je préfère vous parler, voilà, il y a un traitement qui a obtenu la l'AMM européenne, qui n'est pas encore disponible en France. Et voilà ce que je sais à ce jour de ce traitement. Si vous voulez en savoir plus, c'est auprès de votre médecin qu'il faudra interroger. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé.